Allez-y. Il n'existe pas de sous-littérature. Il n'existe pas de sous-genre. Il n'existe que de la littérature. Point. C'est le bus de Nyons qui s'arrête à Valréas ? Oui. Ça se mérite le soleil, hein. Vous faites quoi avec votre micro ? Mon micro, c'est mon stylo. C'est votre stylo ? Ouais. D'accord. J'écris avec. Vous écrivez quoi ? Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les gens qui écrivent. D'accord. Bon, mais moi, j'écris rien. Je trace la route. Mais vous êtes sûr que vous n'avez pas un livre dans le tiroir ? Quel livre ? Des souvenirs de conducteurs de bus, par exemple, qui font cette liaison magnifique vers le paradis. Il a dû vous en arriver. Ça, c'est sûr. Dans le paradis, oui. Oh non, sur la ligne de Nyons, c'est très tranquille. Et Valréas ? Valréas aussi. Bon, Tranquille. c'est là que j'ai rendez-vous. Eh ben voilà, si vous voulez être dans un pays tranquille, il faut venir à Valréas. Génial. Mais il y a des gens qui écrivent des choses pas très tranquilles là-bas. Ah bon ? Il y a des rebelles partout. Des disparitions, des fantômes. D'accord. On part là ? C'est intéressant, c'est mystérieux. Oui, on s'en va. On décolle. On est parti. Pour rejoindre Céline Mancelon dans son lieu d'écriture, eh bien ça se mérite. On descend à Montélimar après 3 heures de TGV depuis Paris. On prend un TER, un bus TER d'ailleurs, précision. Et une fois qu'on est dans le car, il nous reste 1 heure et on traverse les paysages sublimes de la Drôme provençale. Et puis, il y a Valréas, au bout d'1 heure de route donc, où elle vit. Où même Céline Mancelon est née il y a une 40aine d'années. Elle va nous expliquer pourquoi elle reste ici. Pourquoi c'est son lieu d'écriture, de vie. Moi je sais un peu parce que je regarde autour et ça ressemble au paradis. Ouais, vraiment le paradis sur Terre, un peu localisé ici. Alors en tout cas, elle est là, elle y vit en famille avec ses 4 enfants, avec ses chiens, il paraît, avec son mari, tranquillement. Et elle écrit. On est presque à 30 romans aujourd'hui. Depuis 2012, elle est écrivain, elle en vit de sa plume. Et puis, elle va nous raconter comment tout ça a commencé. Au moment où, à Paris, s'enregistre sa série. Et oui, sa série Paranormal Hunters. Céline Mancelon a promis de m'attendre à l'arrêt du bus, à Valréas, au rond-point. C'est là que les passagers descendent. Et elle va nous expliquer comment elle est arrivée à l'écriture, comment l'écriture est arrivée à elle. Ça s'éternise. Voilà, on a pris le temps, là. Je vous ai fait Je peur. supporte pas quelqu'un derrière, en fait, pardon. Alors, attendez, il faut que je C'est sorte. personnel, pardon. Faut que je sorte. C'est un rêve personnel. Non, je comprends pas. J'ai ouvert toutes les portes, là. Céline Mancelon, ça se mérite d'arriver chez vous. Oui. Valréas, où vous êtes né. Bon, allez, c'était il y a une petite 40aine d'années, c'est Oui, c'est ça, bientôt 42, oui. ça oui, vous n'êtes pas si pudique que ça. Et oui, non, c'est bon, je suis la QV 77, donc ça fait un petit moment maintenant. Et alors, s'il fallait continuer à la décrire, est-ce qu'elle a changé ? Non, pas énormément. Enfin, on voit des magasins qui se ferment, d'autres qui s'ouvrent, mais ça s'arrête là. Visuellement, c'est toujours la même. Il y a eu des usines qui se sont fermées quand même. Oui, beaucoup. C'est ça, l'économie ici, c'est pas terrible au niveau travail. Et vous, le travail, ça fait depuis 2012 que ça y est, vous en vivez, l'écriture. Oui, j'ai envie de l'écriture. En fait, j'en vis depuis 2012. C'est marrant, dans J'envie, j'ai entendu... entendu l'envie. Oui, j'ai envie, disons que c'était toujours là. Je lisais beaucoup étant enfant. J'ai commencé à écrire vers l'âge de 8-9 ans. Et ensuite, quand j'ai commencé à ressentir un peu cette frustration quand on lit, qu'on dit tiens, l'histoire, je l'aurais vu autrement, j'aimerais que ça se termine autrement, là, je me suis lancée. Et après, j'ai plus arrêté. C'est de ça dont on va parler. Et de ce mystère-là, comment arrivent ces histoires, comment elles envahissent votre imaginaire, comment elles le fertilisent. Ça a été très présent. En fait, j'ai appris à lire en autodidacte. C'est-à-dire que je savais lire à 6 ans. Quand je suis arrivée en CP, on m'a testé et on m'a fait sauter le CP. Parce que je savais déjà lire à voix haute de manière très correcte. Et c'est vrai que la lecture, c'était vraiment ma toute première passion et vraiment celle qui mangeait toutes les autres. La lecture. Mais je lisais tout ce qui me tombait sous la main, que ce soit des encyclopédies, que ce soit le Quid, que ce soit justement le paranormal, l'Égypte. J'étais beaucoup branchée sur l'Égypte quand j'avais 9-10 ans. L'Égypte ancienne. Voilà, c'est ça, l'Égypte ancienne. Les mystères des pyramides. Voilà, exactement. Puis c'était une civilisation très avancée par rapport au reste du monde.
Donc c'est vrai que ça avait quelque chose de très fascinant et c'est ce qui m'a porté à lire beaucoup. On arrive à Impasse des Camélias. C'est la littérature qui est convoquée, Céline Mancelon. Oui, de toute façon, toutes les rues à Valréas quand même sont assez poétiques. Elle a appelé cette maison les Oliviers. Oui, c'est la Villa Les Oliviers, parce qu'il y a beaucoup d'oliviers. Ma belle-mère adore ça. Bonjour. Alexandre J'accompagne votre belle-fille, si je comprends bien. Oui, c'est ma belle-fille, oui. Ce sont les extraterrestres, ce sont les fantômes qui me font venir. D'accord. Mais vous savez qu'elle est un peu habitée. Oui, elle a habité, oui. Enfin, là-dedans. Alors on est là, chez vous, Oui. et c'est le calme qui va nous accueillir pour qu'on puisse parler, par exemple, de sa jeunesse. Des choses comme ça, qui D'accord. venaient quand elle était déjà petite. Parce que déjà petite, elle écrivait. Ah oui, oui. Mais je suis pas trop au courant, moi, pour ça. Vous l'avez lu? Oui, j'ai lu des bouquins, ouais. Et Enfin, alors j'ai écouté parce que je vois pas bien. J'ai un problème aux yeux et je vois pas bien. C'est ce que je fais. J'écoute un peu les bouquins sur la radio. Et elle vous tient? Ah, c'est pas mal. Il y en a un que j'ai lu, il est pas mal. Ah là là. Très cher Annick, on cherche le calme. Il fait calme ici. On se met où alors? Vous pouvez vous mettre là, je sais pas. On va parler de ses livres. Ah bah quand même. Il y a le micro qui bouge tout seul. Non, mais je pense que c'est parce qu'il est un petit peu trop lourd. C'est pas un truc pas très normal quand même. Je dirais pas, Céline Mancelon, que c'est paranormal, mais c'est assez drôle de commencer l'entretien comme ça, avec le micro qui bouge tout seul. C'est vrai. Mais vous avez fait tourner les tables? Hein? Vous avez déjà fait tourner les tables? Non, jamais, parce que en fait, je respecte un peu le code qui dit que ce n'est pas un jeu, la mort n'est pas un jeu, on n'appelle pas qui on veut comme ça, on laisse les morts tranquilles. Mais Voilà. c'est quand même incroyable parce que ce qui m'intéresse aujourd'hui, Céline Mancelon, c'est plus de vous voir dans votre chambre d'enfant, entourée de ces livres, ou bien tout simplement bercée par des histoires, ou comment sont arrivées ces histoires qu'on n'a que un tout petit peu évoquées tout à l'heure, comment elles se sont installées, comment elles se sont imposées, quel est le premier souvenir là qui vous revient? Le premier livre que j'ai appris à lire toute seule, qui parlait c'était un livre cartonné, très dur, avec juste deux, trois phrases, qui parlait des aventures d'un petit chaton noir. Et je me revois en train de décrypter le petit chat, et vraiment avec toute la volonté de vouloir arriver à lire toute l'histoire complète par moi-même, sans qu'on me la lise. Et ça renvoie à quelque chose qui est après le geste que vous avez voulu faire, c'est-à-dire que vous avez voulu apprendre par vous-même à lire, Oui, et voire même à écrire. C'était parce que les livres, ça remonte tellement loin, c'est difficile de s'en souvenir avec exactitude. C'est vraiment, les livres ont vraiment ce pouvoir-là, m'attirer profondément. Je voulais découvrir toutes les histoires qui recélaient. Et je savais très bien qu'il fallait en passer par l'apprentissage. Donc j'avais cette volonté. Je suis arrivée en CP, je savais déjà lire à haute voix correctement sans buter sur les mots. Et je me souviens de ce silence et de ma maîtresse, qui était Madame Arnavon, ce silence qui me regarde et qui me dit « Mais tu n'as pas besoin d'apprendre à lire ». Donc j'ai regardé, j'ai dit oui. Donc elle m'a pris par la main, elle m'a dit tu sais quoi, tu vas changer de classe, et elle m'a fait sauter une classe comme ça. Donc je me suis retrouvée directement en CE1. Mais alors l'écriture? L'écriture, c'est la frustration de la lecture. En fait, quand j'ai commencé à lire des petits romans comme La Bibliothèque Verte, Rose, enfin les Clubs des 5, Vivaient des aventures, puis après d'autres lectures, je me disais tiens, moi j'aurais pas vu ça, les choses comme ça, j'aurais plutôt vu comme ça. Et donc j'ai essayé de m'entraîner. Donc j'ai commencé par prendre des faits historiques et je les ai romancés, c'est-à-dire sur 2-3 pages de cahier de brouillon. Je montrais ça à mon père. Donc, il me disait c'est bien. En fait, il n'y a rien à... Comme on dit quand on est fatigué d'avoir travaillé 8 heures à l'usine et que l'enfant vient, t'as vu ce que j'ai fait? Oui, c'est bien mon enfant. Donc sans plus. Et j'étais très fière de moi d'arriver à créer comme ça mes propres histoires. Mais c'est resté à l'état de loisir, en fait. Tout le long, pendant mon adolescence, de temps en temps, j'écrivais comme ça des petites histoires, mais je me disais, voilà, je ne suis pas un écrivain, parce que dans ma tête, l'écrivain, c'était quand même sacré, enfin, c'était quelque chose d'assez inaccessible comme profession. Donc j'ai mis très très longtemps à avoir assez de confiance en moi pour écrire un livre du début à la fin, et non pas des toutes petites nouvelles, et les soumettre à un éditeur. Ah oui, mais là,
Ça va pas du tout, Céline Mancelon. Vous oubliez tout ce passage qui, justement, avant l'éditeur, a consisté à être dans l'apprentissage. Et moi, j'ai cru savoir qu'à 10 ans, déjà, cette petite nouvelle-là, celle que vous évoquez, mais que vous voulez pas trop vous appesantir là-dessus, vous l'avez écrite. Non, en fait, ma première expérience d'écriture, c'était la poésie. J'avais écrit une poésie qui était pour ma grand-mère. C'est ma manière de lui dire je t'aime, je t'admire et je veux parler de ça. Je veux parler de ce que tu fais parce que tu es une femme qui s'est jamais mariée pour élever des enfants de la DAS. Donc, je voulais vraiment la mettre en valeur de ce côté-là. Et, combien d'enfants elle a élevé ? Elle en a élevé 2. Mais elle a refusé de se marier avec un qui lui avait demandé, en fait, un fiancé qui lui avait demandé, écoute, moi je veux bien me marier avec toi, mais je veux pas les enfants que tu t'occupes en tant que famille d'accueil. Et elle l'a gentiment remercié, elle a dit non, je garde les enfants, tu peux partir. Donc je trouve ça admirable parce qu'elle a vraiment consacré toute sa vie à ces deux, enfin ma tante et ma mère. Et je trouvais c'était une femme extraordinaire qui était capable de se mettre, de s'effacer pour s'occuper de personnes en détresse, qui avaient besoin d'amour, d'affection, qu'on s'occupe vraiment d'elles. Et elle a mis toute sa vie en parenthèse, juste pour ces 2 fillettes. Donc je trouvais ça beau. Et puis elle avait vécu la guerre, elle avait des tas d'histoires fascinantes, moi qui me fascinaient. Sur la vie à l'époque, elle m'apprenait des tas de choses. Bon, elle m'a appris les prières aussi. Elle a adoré m'apprendre. Je connais notre Père. Qui est aux cieux et qui reste, nous sommes ici. Voilà. Donc elle m'a appris beaucoup de choses aussi sur les religions, l'air de rien, sur la religion chrétienne. Et comme il y avait un concours de poésie à l'école, donc j'avais 10 ans, j'ai écrit le poème et je lui ai proposé et j'ai gagné le second prix. Ça a été ma première expérience à ce niveau-là. Et plus tard, après, quand je suis arrivée en 6e, j'avais mon professeur de français, Madame Olivier, que je respecte énormément, qui a cru en moi d'une façon extraordinaire. Je me souviens qu'elle avait demandé comme premier exercice, parce qu'elle voulait un peu voir notre talent à ce niveau-là, donc elle nous avait demandé de faire une rédaction. Donc elle dit, voilà, il y a un homme, il est chez lui, c'est minuit, qu'est-ce qui se passe ? Écrivez la suite. Oui, donc j'ai écrit la suite. Je baignais un petit peu dans le paranormal, donc j'ai fait que les livres sortaient des étagères, les meubles bougeaient de place, qu'ils se précipitaient dans la cuisine, qu'il y avait les couverts qui étaient comme ça en lévitation et qui se plantaient dans la porte à peine qu'il avait fermée et qui va se coucher en se disant non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et qui se lève le matin, tous les livres sont rangés, les meubles sont en place et il rentre dans la cuisine, cette cuisine où les couverts l'avaient un petit peu attaqué, et il se tourne et il voit plein de petits trous dans la porte qui lui fait dire ah ben non, finalement ce qui s'est passé cette nuit, c'était pas un simple rêve, ça s'est réellement passé. Et je suis rentrée chez moi, j'ai donné ma copie, je suis rentrée chez moi, et le lendemain, quand je suis arrivée, j'ai un copain de classe qui me dit tu sais pas ce qui s'est passé hier, la maîtresse, la prof de français, elle a passé toute ta rédaction à tout le monde. En fait, elle avait demandé à un élève de le lire pendant l'étude, et ma rédaction a fait tout le tour des classes. Et de ce jour-là, j'ai passé une majorité de mon instruction au collège pendant le cours de français, à écrire des nouvelles, à participer à des concours dont je ne sais jamais si je les ai gagnés ou perdus. Parce qu'elle me les faisait faire à la chaîne sans me donner la réponse. Ce qui est un acte absolument étonnant de sa part à Madame Olivier, cette espèce de bienveillance et cette capacité qu'elle a eue de vous épargner et le stress et le moindre tourment pour arriver à l'écriture de la manière la plus naturelle possible. Je pense qu'elle avait deviné que je risquais de me braquer si jamais je me confrontais à des refus ou à des critiques un petit peu, pas virulentes, mais un petit peu blessantes peut-être, je sais pas. Et du coup, elle voulait quand même que je continue à créer, sans me montrer le mauvais côté, en fait, pour justement pas que je me braque et que je laisse tomber ou que je tourne le dos complètement à l'écriture. Céline Mancelon, je sais que vous n'aimez pas aller
de l'arrière, ou plutôt que vous vous projetez plutôt vers le futur. Mais si on revient à la figure de votre grand-mère et de cette ode que vous lui faites avec ce poème, tout simplement pour lui dire à quel point vous l'aimez et vous l'admirez, elle vous racontait des histoires. Elle voulait raconter en plus de ça, en les scénographiant un peu, puisqu'il y a même le feu, comme à l'époque des contes. Je lui posais beaucoup de questions. En fait, c'était pas une grande bavarde, mais comme je lui posais énormément de questions, de fil en aiguille, elle en arrivait à parler des choses naturellement. Enfin, voilà, je lui posais comment ça se passait, par exemple, à cette époque, pour ça, pour la cuisine. Et puis, elle partait sur les systèmes de tickets, tout ça. Et puis, de fil en aiguille, elle se dévoilait. Elle me racontait d'autres anecdotes que je m'attendais pas forcément à ça, qu'elle me parle de ça. Et au fur et à mesure, elle s'ouvrait et je me rendais compte que j'adorais apprendre d'elle. J'adorais apprendre. Donc, est-ce que mon moteur, ça serait pas plutôt d'apprendre tout le temps ? Ce serait peut-être possible. Le fait de découvrir des choses, de les assimiler, de connaître plus. Et c'est pas quelque chose qui ne peut se tarir, qui peut s'arrêter. C'est quelque chose qu'on peut faire jusqu'à son lit de mort, en fait. Et donc, j'apprenais d'elle. Comme j'aime apprendre des livres, ou que j'aime apprendre des documentaires, ou des films, ou quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'elle me portait là-dessus. C'était une des rares personnes avec qui je prenais le temps, qui prenait vraiment le temps de discuter avec moi, comme si elle avait affaire à une adulte. Donc elle me parlait vraiment sans filtre, ou sans vraiment tel que les choses étaient. Elle essayait pas de minimiser les horreurs de la guerre, ou quoi que ce soit. Donc je trouvais ça, j'adorais discuter avec elle, juste par rapport à ça. On pouvait vraiment parler de tout. Mais c'est pas elle, votre grand-mère, qui va vous raconter ces histoires un peu fantastiques, cet imaginaire tourbillonnant. Non, c'est avec mon père. Tout ce qui était vraiment relatif au fantastique, tout ce qui était fantôme ou ovni, c'était vraiment avec mon père que j'avais des grandes discussions là-dessus. Parce qu'il avait vraiment des théories sur tout, il avait l'esprit ouvert, et il voulait que moi j'ai cet esprit ouvert-là. Donc, je discutais beaucoup avec lui de ça. Mais d'un autre côté, j'ai ma famille quand même qui est du côté de ma mère, qui était vraiment centrée là-dessus comme une croyance. Donc j'avais les discussions un peu plus rationnelles avec mon père sur le sujet, qui voulait que je garde l'esprit ouvert quand même. Et d'un autre côté, j'avais le côté superstition. Voilà, c'était vraiment une superstition entre eux. Ils se jetaient des sorts, ils avaient des croyances vraiment, mais pas du bon côté. Ils voyaient vraiment que le côté mal à chaque fois. C'était vraiment le diable, le démon, faire attention à ça, la sorcellerie, tout ça. Et du coup, on était obligés avec mon frère de nous intéresser à ça. Et on le faisait par le biais de livres. Lui prenait des livres et moi, j'allais lui shipper derrière pour m'instruire aussi sur le sujet. Et c'est vrai que nous, on a réussi avec mon frère à avoir du recul sur ce genre d'histoire. Et puis, il y a peut-être aussi des livres et des auteurs qui vont compter. Disons qu'en lecture, vraiment celui qui m'a marqué, c'est quand je suis arrivée en 6e, donc j'avais le CDI qui donnait accès vraiment à un plus large choix de livres que la petite bibliothèque de ma maîtresse de l'école primaire. C'est Stephen King. Quand j'ai lu Peur bleue, j'ai dit, mais c'est extraordinaire. De toute façon, Stephen King est capable de vous décrire pendant 5 pages la piqûre d'une guêpe, par exemple, et vous êtes totalement fasciné. Et c'est vrai qu'il a abordé certains sujets avec Peur bleue, donc les loups-garous, avec les monstres un peu bizarres. Enfin, il a vraiment visité un petit peu avec Carrie, c'est de faire bouger les objets. Et vraiment, il abordait vraiment des tas de sujets qui sont déjà dans le paranormal, qui sont déjà abordés, c'est vrai. Mais il les abordait d'une façon tellement, je sais pas, c'était fascinant à lire. Et je pense qu'il a participé à mon désir d'en savoir un petit peu plus sur le côté du paranormal, oui, effectivement. Bon, après, plus tard, c'est Internet. Plus tard, c'est Internet qui m'a aidé. Alors ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, on parle, Céline Mancelon, à un auteur, une auteure, qui a une communauté derrière elle, et qui, évidemment, vit aussi de tout le contact que vous pouvez avoir avec eux. Mais sauf qu'Internet, il vous nourrit comment ? Disons que c'est comme avoir une porte, et de temps en temps, vous l'ouvrez, il y a plein de monde derrière, mais
quand vous ne pouvez plus supporter, je veux dire, par exemple, vous êtes dans une salle d'attente, il y a du monde autour de vous, vous allez chez votre médecin, vous êtes obligé d'endurer un petit peu cette pression sociale, de discuter avec les gens, de vous lier avec les gens. Et c'est vrai qu'Internet offre cette possibilité, c'est-à-dire que quand vous vous sentez d'ouvrir la porte, vous l'ouvrez, et quand vous ne vous sentez plus, vous pouvez la refermer. Donc c'est vrai que c'est magique. Et donc on peut avoir aussi ce contact un peu plus rapproché avec les lecteurs. Je pense que ça a changé beaucoup de choses aussi. Avant, l'écrivain était vraiment en autarcie, mais il était le seul moyen de le voir, c'était quand il venait dédicacer des livres. D'avoir aucun contact avec lui physique en dehors de ça, c'était très difficile. Et alors que là, je pense qu'on a fait sauter avec Internet, on a fait sauter une barrière. Je ne sais pas encore si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Cette barrière qui a sauté entre l'auteur et les lecteurs. Donc, d'un côté, oui, j'ai envie de dire, parce que voilà, ça désacralise un peu l'auteur ou l'écrivain. Et on voit, voilà, ce sont des êtres humains comme tout le monde. Et ce que je ne pensais pas du tout quand j'étais petite. Pour moi, l'écrivain, c'était un monstre sacré. Mais par contre, on ouvre aussi une forme d'intimité, on donne accès à une forme d'intimité. Et je ne sais pas si c'est... vraiment une bonne chose. Le retour peut-être un peu dangereux, je pense. Vous avez l'impression, Céline Mancelon, que vous êtes quelqu'un qui luttait pour imposer une certaine idée de la littérature populaire, ou en tout cas d'un amour de la littérature populaire? Mais j'aime la littérature populaire. Moi, ça me dérange pas qu'on me dise, voilà, tu es un auteur de littérature populaire ou tu divertis juste. J'ai pas cet élitisme un peu en projet de futur, me disant, voilà, je veux qu'on me reconnaisse, tout ça. Non, mais vraiment, mon objectif, quand je commence à ouvrir mon fichier, que je commence à écrire une histoire, je pense au lecteur ou à la lectrice, c'est comment je vais l'amener dans mon univers, dans un univers comme ça qui va lui changer les idées, parce que on est tous pris un petit peu par le quotidien de temps en temps. Donc quand on ouvre un livre, on veut se sortir, à la limite, on ouvre une porte sur quelque chose qu'on va changer d'idée, on va plus penser peut-être aux factures ou aux soucis avec le petit dernier, enfin bref. Donc cet aspect-là, divertir les gens, ne me dérange absolument pas. Je trouve pas ça honteux, ça me touche pas dans mon ego. C'est vraiment la littérature populaire. Il faut arrêter de dire que c'est un sous-genre ou quoi que ce soit d'autre. Non, c'est honorable de divertir les gens. Kobo présente le choix du libraire. Je hoche la tête et fais tourniquer les dernières gouttes au fond de mon verre avant de les avaler. Je suis prêt pour le premier de mes 5 toasts. 5 toasts, 5 personnes, 5 souvenirs. Je pousse vers elle ma bouteille vide. Elle l'attrape et se détourne, ravie de s'occuper les mains. Et moi, je murmure dans ma barbe. Je suis ici pour me souvenir de ce que j'ai été et de ce que je ne serai plus. Et de ce que je ne serai plus. Marie Radjanoava, on est en face là d'un énorme coup de cœur. C'est un coup de cœur absolu. C'est un coup de cœur, un coup de foudre. C'est des rencontres qu'on fait assez rarement, en fait, c'est qui vous marquent toute une vie et un soir. Le roman dont on parle, c'est un livre d'une autrice irlandaise. C'est son premier roman. Donc pour un premier roman, je suis vraiment époustouflée. Et le livre s'appelle « Toute une vie et un soir ». Et effectivement, que se passe-t-il quand tout est dit ? Quand on ouvre le livre, Maurice Hannigan, il a 84 ans. On est en Irlande. Il est assis au bar d'un hôtel. Et en fait, il commence 5 vers. Il va commencer par une bière. Et ensuite, il enchaînera avec les meilleurs whisky. Et en fait, à chaque verre, il porte un toast à une personne de sa vie. Et déjà, cette idée d'avoir 5 vers, 5 personnages, 5 chapitres, je trouve que c'est une idée splendide. Et donc, du coup, Maurice, il a 84 ans et il va, pour nous, dérouler sa vie en 5 phases. Et c'est un roman qui est vraiment magnifiquement écrit, très touchant. Rien que d'en parler, j'ai le cœur qui se serre, la gorge qui se noue. J'ai trouvé que ce roman était vraiment splendide. En fait,
Il faut s'imaginer un vieillard bourru de 84 ans qui... il est au bout du chemin, il a perdu beaucoup de gens qui ont compté pour lui. Et pour la première fois, en fait, il se raconte. Il raconte sa vie, il se raconte aussi lui. Et ce qui est très touchant, c'est que c'est un homme qui a vécu une vie où les sentiments n'étaient pas apparents. Il y avait beaucoup de pudeur, de retenue. C'était aussi dans son éducation, sa façon d'être. Et il admet lui-même un peu de bêtises aussi. Donc il y a tout cet amour qu'il avait pour sa femme, tout cet amour et cette admiration qu'il a en fait pour son fils, qui n'ont jamais été dites donc du vivant de sa femme, tous ces témoignages, cette indifférence feinte, alors qu'en fait il suivait pas à pas la carrière de son fils, mais il ne lui montrait pas. Enfin, ce serait comme, voilà, c'est un homme qui aurait vécu caché, qui aurait enfoui tous ses sentiments, en ayant une très forte sensibilité toute sa vie, parce que, par exemple, il a perdu sa petite Molly, et toute sa vie, il a continué à lui parler, à l'imaginer, à lui parler dans sa tête. Donc, il a quand même un côté très sensible, mais il a renfermé ça. Et là, on est vraiment à la fin. Il a 84 ans. Il ouvre son cœur et il dévoile ses regrets, les choses qu'il aurait dû faire, les choses qu'il aurait dû dire et qu'il n'a pas faites. Et en ça, c'est vraiment très émouvant. Alors, dit comme ça et avec toute l'émotion qui est dans ma voix, on a l'impression qu'on va pleurer à chaque page. Alors, j'ai pleuré, j'ai ri aussi, il faut le dire. Il y a vraiment des moments très caustiques où il parle à son fils et qui voudrait l'envoyer en maison de retraite, et il lui dit « Tu me vois jouer au bingo devant la télé en faisant le guignol avec une troupe de vieilles en cardigan ?» Et puis il y a des choses qu'il ne faut pas dire. On ne dira pas la fin, par exemple, Marie. Mais Toute une vie et un soir d'Anne Griffin, c'est aux éditions Delcourt. C'est publié cette année. On dit que c'est Anne Griffin, peut-être le prochain grand nom de la scène littéraire irlandaise. Et puis donc me revient à l'esprit l'un des grands noms de cette scène littéraire, qui est Samuel Beckett, qui disait « Ce ne sont pas les livres qui sont importants dans la vie, ce sont les rencontres ». Alors je vous invite à rencontrer Toute une vie et un soir d'Anne Griffin. Vraiment, du fond du cœur. Si vous avez aimé cet épisode d'un livre dans le tiroir, cette collection de podcasts proposée par Kobo et réalisée par En Roue Libre, faites-le savoir en le partageant sur la toile, en vous abonnant sur notre compte SoundCloud. Un livre dans le tiroir est aussi présent sur iTunes, Spotify et tous les agrégateurs de podcasts de votre choix. Toute la bibliographie de l'auteur et d'autres informations sur l'auto-édition sont disponibles sur le blog www.kobowritinglife.fr.